Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre plateforme www.zaetv.bj. Merci donc pour votre fidélité. L'éducation est une âme redoutable autant que la connaissance. Elles sont meilleures que l'ignorance, disent certains. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour votre émission Le Débat et nous recevons sur notre plateau aujourd'hui quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez sous d'autres cieux. Aujourd'hui, il est au Bénin. Il est là pour nous parler de coaching et de développement des entreprises. Et il va surtout impacter la jeunesse béninoise. Et nous le disons souvent, la jeunesse est le fer de lance de toute nation. Et donc, encourager les créateurs d'entreprises, former la jeunesse, c'est son travail, c'est ce qu'il fait au quotidien, au travers de toutes ses activités, au travers également de ses bouquins, parce que après avoir été coach, il est également écrivain. Et vous savez que la meilleure connaissance qu'on cache aux Africains, c'est dans les livres qu'on les cache. Et aujourd'hui, grâce à notre invité, nous allons en savoir davantage sur sa personne déjà. Et nous allons en savoir davantage sur ce qu'il fait au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on décide un jour, en tant qu'opérateur économique, de devenir formateur? Il va nous le dire. Et en quoi est-ce que c'est indispensable de donner la formation? Il va nous le dire également. Notre invité s'appelle M. Serge Alogo. M. Serge Alogo, bonjour. Présentez-vous à nos internautes. Bonjour madame, je vous remercie d'abord de me recevoir sur votre plateau. Et si je devais me présenter, je dirais simplement que je suis Serge Alogo. Je suis de nationalité gabonaise et depuis 1993, je vis en France, actuellement à Paris. Donc je suis marié, père de 4 enfants. Je fais plusieurs choses, ou du moins j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Et je vais en faire encore d'autres. J'ai été pasteur dans ma vie, j'ai été chef d'entreprise, et là je suis coach en développement personnel. Donc voilà succinctement ce que je peux dire. Si vous n'étiez pas marié, le contraire m'aurait étonné. Ah, pourquoi? Bon, je ne vais pas faire de commentaires parce que les internautes vont m'enquiquiner après. Bah. Vous êtes actuellement en transit au Bénin après avoir participé donc au RAGET. C'est la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises qui s'est tenue du 2 au 7 décembre dernier au Togo. En effet. Comment ça s'est passé là-bas? Bon, ça a été un moment agréable parce que l'occasion m'a été donnée de m'adresser aux jeunes, aux étudiants, mais également à des fondateurs des écoles et des entreprises. Parce que je considère quand même que la jeunesse, elle est sacrée. Et c'est elle qui est amenée à assurer la relève. Et la place des fondateurs des écoles ou des entreprises est aussi primordiale parce que c'est l'école qui donne des armes, qui permet, qui façonne les intelligences. Donc ça a été pour moi une occasion, des moments agréables. J'ai énormément apprécié et j'espère que d'autres trouveront l'intérêt à m'inviter. Et qu'est-ce que vous avez apporté comme message déjà à la jeunesse? Bon, je me suis adressé d'abord au chef d'entreprise, oui. Et par rapport au chef d'entreprise, je leur ai partagé une citation que j'apprécie beaucoup. Que vous allez partager avec nous? Oui, je veux justement la partager avec vous. Celui qui ne se prépare pas se prépare à être oublié. Donc, celui qui ne se prépare pas se prépare à être oublié. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle mutation. Le monde n'est pas statique, le monde change. Et si nous n'apprenons pas à nous adapter au changement, alors nous courons le risque d'être totalement oubliés. Et cela, j'ai voulu vraiment que les chefs d'entreprise comprennent que la façon dont nous avons managé dans le passé, nous ne pouvons plus continuer à l'aube de 2020, manager de la même façon. Et aux étudiants, j'ai partagé un thème que j'ai appelé 7 clés pour vaincre l'adversité, tout simplement parce que j'ai été sur le banc de l'école, j'ai fait des erreurs dans ma vie et je pense que par mes conseils, je voulais éviter justement à ces jeunes de commettre les mêmes erreurs que moi. Donc voilà un peu de quoi j'ai parlé. C'était quoi? Le manque de persévérance, le manque de sérieux. S'il y a une période dans ma vie que j'aimerais bien revivre, c'est de retourner au lycée. Revivre? Oui. S'il était possible de retourner dans le passé, j'aimerais bien retourner justement au lycée. Je voudrais revivre cette période-là pour changer ce que j'ai eu à faire en mal.
Et particulièrement le fait que je n'étais pas arrivé, je crois, en terminale. Je n'étais plus très assidu et je manquais de persévérance. Donc c'est ce qui fait que, honnêtement, je me dis, apprendre est une bonne chose. Mais souvent, on a le sentiment que c'est une perte de temps. Et puis, on ne met pas du sérieux dans ce qu'on fait. Et on se dit, bof, on peut se rattraper. Et puis, un matin, on se réveille pour constater qu'on n'a jamais pu se rattraper. Et donc, je m'arrête à ce niveau précis pour savoir. Par exemple, si je suis jeune et que je vous écoute et que je vous regarde à cet instant précis et que je suis démotivée, j'ai plus envie d'aller à l'école, je trouve que les professeurs m'ennuient, je trouve qu'il y a trop de cours à apprendre et que l'examen aussi, si on prend l'expérience du bac, bien sûr, votre message serait? Je pense, je ne pourrais pas, comment je vais dire ça? Je dirais que il est toujours... Non, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le système scolaire tel qu'il est conçu en Afrique présente souvent un inconvénient. Et ça aussi, c'est un peu le message que je peux adresser aux parents, c'est que on a le sentiment, quand on est en Afrique, que la seule voie de réussite, c'est par la voie scolaire. Général. Donc, ce qui fait qu'on force tout le monde à suivre ce cursus-là. Ça devient une routine. On se rend compte. Non, c'est même pas que ça devienne une routine. J'aime souvent prendre cet exemple. Je me dis, Pelé, tout le monde le connaît. Ouais. Mais si les parents de Pelé avaient insisté pour qu'ils suivent le cursus scolaire normal, est-ce que Pelé aurait réussi autant qu'il a réussi au foot? Non. Je pense que non. Donc, je pense que chacun de nous a une voie qu'il doit suivre pour pouvoir réussir. Et cette voie n'est pas forcément la voie scolaire. Donc, quelqu'un peut avoir un ras-le-bol de l'école tout simplement parce que ce n'est pas son chemin, ce n'est pas sa voie. Il faut dialoguer, écouter les enfants. Voilà, il faut que les parents et les professeurs aussi apprennent à écouter les enfants. Pourquoi tu ne veux plus continuer? Et l'enfant va exprimer. Si maintenant les raisons qu'il donne ne tiennent pas la route, il appartient aux professeurs, il appartient aux parents de lui faire entendre raison. Mais dire que tout le monde doit avoir le bac, tout le monde doit suivre l'enseignement général, c'est une erreur. Et on se rend compte, par exemple, pour moi qui vis en France, on se rend compte que aujourd'hui, on encourage de plus en plus de gens à faire le bac professionnel parce que le bac professionnel permet, dès que vous l'avez obtenu, de rentrer dans la vie active. Ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de l'Afrique. C'est vrai. Et c'est des choses à revoir certainement à travers nos curricula de formation. Exact. On va maintenant revenir à ce que vous faites le mieux, le coaching. Monsieur Serge Alogo, c'est quoi le coaching? C'est quoi le développement personnel? C'est quoi le coaching? Bon, à cela, vous trouverez plusieurs définitions, mais si je devais donner une définition que tout le monde peut comprendre, le coaching est tout simplement l'art d'accompagner quelqu'un à atteindre ses objectifs. Donc, le coach n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais il est là pour accompagner. Donc, le coaching, le coaching, c'est tout simplement l'art d'accompagner quelqu'un à atteindre ses objectifs. Et le développement personnel? Et le développement personnel, pour moi, c'est plutôt amener la personne à prendre conscience de son talent et à lui permettre de le développer. Et on dit de vous que vous êtes un détecteur de talent? Oui, je le dis en toute modestie. Modeste étant mon deuxième prénom. Ah, donc je vais dire Serge Modeste. Bon, non, ça c'est une boutade, c'est pour rire. Je sais. Non, oui, c'est vrai que dans ma vie, j'ai contribué énormément. Par exemple, j'ai officié dans l'église, j'ai contribué énormément à aider les gens à découvrir leur talent et à le développer. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. J'aime énormément, c'est vraiment une passion. J'aime aider les gens à réussir. Et je pense que c'est une bonne chose parce que quand vous faites le bonheur des autres, vous êtes encore plus heureux vous-même. C'est ça. C'est ma philosophie aussi. On va donc parler maintenant du coaching des entreprises. Pourquoi un coaching des entreprises? En quoi est-ce que c'est nécessaire de suivre un coaching en développement des entreprises? Le coaching en développement des entreprises par rapport à l'Afrique est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi? Parce que nous, Africains, ce que je dis, nous, Africains, je m'inclus totalement parce que le fait d'avoir vécu en Afrique
le fait d'avoir vécu, de vivre en Europe me permet de prendre le bon de chaque côté et de faire un mixage qui me permet, qui m'autorise à pouvoir m'adresser aux Africains comme je peux avoir à m'adresser aussi aux Européens. Donc, je constate que si nous avons une faiblesse dans nos entreprises, c'est que nous ne comprenons pas toujours que le client est roi au niveau de l'Afrique. Ce qui fait que nous avons une façon de, même quand nous allons dans nos administrations, c'est à peine si les agents publics savent dire bonjour. C'est à peine si les agents publics savent être courtois avec les administrés. On a le sentiment... C'est à peine s'ils sont modestes. Voilà. Donc, on a le sentiment que, bof, le client, on peut le traiter comme on veut. Alors que c'est le client qui permet à l'entreprise de vivre. Donc, si une entreprise en Afrique ne comprend pas ça, elle est appelée à disparaître. Et d'un autre côté, il y a un passage que j'aime énormément citer, c'est celui qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur ». C'est un principe que j'applique dans ma vie. Et ce passage est tiré de la Bible. Donc, il est dit ceci, que Dieu seul a la faculté de voir ce que nous pensons dans notre cœur. Mais l'être humain nous juge sur ce qu'il voit. Donc, par conséquent, une entreprise, pour se développer, a besoin de soigner son image. Parce que si l'image n'attire pas, personne n'aura envie d'aller dans ce magasin ou d'aller dans cette entreprise. Et c'est une faiblesse que nous avons. C'est que l'Africain, quand il a un commerce, il peut... Allez un peu dans les marchés. Vous verrez que même quand l'Africain gagne de l'argent, il ne pense pas, si c'est un salon de coiffure, il ne pense pas à climatiser son salon de coiffure. Il ne pense pas à investir dans le mobilier de façon à ce que, quand le client arrive, qu'il ait envie de revenir. Il n'y a jamais de changement. Non. C'est toujours statique. Voilà. C'est que l'Africain ne comprend pas que l'être humain aspire à ce qui est beau. Et j'ai dit au chef d'entreprise ceci, faites l'expérience. Essayez de rester dans une chambre qui est sale. Vous avez l'impression d'être oppressé. Nettoyez la même chambre. Vous avez le sentiment que le bonheur vous envahit. Donc, si l'entreprise ne comprend pas qu'elle doit travailler de façon à ce que les clients qui viennent se sentent bien, elle est appelée à disparaître. Et moi, j'ai fait une expérience personnelle par rapport à un établissement d'enseignement. Je me suis rendu compte que souvent en Afrique, quand une entreprise, un établissement est créé, au début, on comprend que bon, c'est nouveau, ça doit prendre du temps. Mais quand l'entreprise commence par prospérer, on ne réinvestit plus dans l'établissement pour donner de meilleures offres de formation. Par exemple, en termes plus simples, une école, par exemple, qui a le primaire. Oui. Qui, parce que ça grandit, ça décide d'avoir la maternelle, mais ça n'a pas le matériel nécessaire pour prendre en compte ou prendre en charge des enfants de cette maternelle. Conséquence, malgré toute la bonne volonté de certains parents, on est obligé de mettre un enfant dans une autre école et l'autre dans l'autre école parce que le matériel, tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait l'éducation n'est pas adéquat. Et ça pose un problème. Donc, il faudra que nos chefs d'entreprise revoient cela. Voilà, c'est un problème managérial. Parce que nous avons une conception du management, mais qui est totalement dépassée. Je ne dirai pas le nom du pays, mais j'ai été dans un pays. Je suis allé dans un cyber. Et pourtant, c'est un cyber qui reçoit du monde. Mais lorsque je suis allé regarder un peu le clavier qu'ils utilisaient, les boutons, certains boutons avaient disparu et certaines lettres avaient disparu du clavier. Mais ce n'était pas le problème du chef d'entreprise. Ce qui comptait, c'est que la rentabilité. Et ça, c'est un mal que nous avons en Afrique. Et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de dire qu'au fond, nous sommes dans un monde où on parle de mondialisation, de globalisation. Nous ne pouvons plus nous permettre, en tant qu'Africains, de rester dans des chemins qui ont fait leur temps. Et l'autre exemple aussi, toujours pour vous accompagner, je ne sais pas, j'espère que c'est un bon exemple. Vous avez un petit commerce, comme vous le dites, et vous êtes dans une petite baraque. Vous avez fait du chemin 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous faites du chiffre d'affaires, mais vous refusez d'améliorer ce cadre de travail que vous avez et vous voulez que les gens continuent de venir chez vous alors que la voisine d'à côté a amélioré pour elle et vous dites que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Ça, c'est l'exemple que vous prenez est exact. Et ce problème-là, il n'existe pas qu'en Afrique.
Quand vous arrivez en Europe et que vous avez affaire à des structures des Africains, vous retrouvez exactement les mêmes tares. Nous reportons ce que nous faisons ici en Europe. Oui, nous reportons ce que nous faisons ici en Europe. Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dès lors si on comprend que c'est le client qui nous permet d'exister, c'est le client qui nous permet de faire de l'argent, et que si nous ne le traitons pas bien, nous n'allons pas réussir. Nous sommes condamnés à disparaître. Parce que l'Africain, je voudrais vraiment profiter de le dénoncer, c'est que l'Africain est fataliste. Ouais. Le fatalisme, c'est quoi? C'est de penser que Dieu, quelque part, a écrit notre vie. Et que personne ne peut rien y changer. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt dans la famille, on dit c'est Dieu qui l'a voulu. Quand quelqu'un est pauvre dans la famille, il n'essaye pas de dire pourquoi je suis pauvre. On dit que non, si je suis pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. Si je suis riche, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, puisque c'est Dieu qui veut, donc personne ne veut aller à l'encontre de Dieu. Donc, oui, on ne veut pas faire d'efforts. On se dit que non, Dieu est là. Et faites, regardez un peu dans nos villages. Je ne sais pas si c'est la réalité, la même chose ici au Bénin, mais dans nos villages, par exemple au Gabon, on se rend compte que 10 ans après, le village est toujours pareil. Je vous confirme que c'est pas tout. Ça ne change jamais. Voilà, ça ne change jamais. Des infrastructures. Voilà. En fait, on refuse le développement. On refuse le développement. Et là, je pense que cet exemple est également, puisqu'on parle d'entreprises, il y a deux sortes d'entreprises aujourd'hui dans le monde. Il y a les entreprises privées, il y a les entreprises publiques. Et malheureusement, on se rend compte que dans les entreprises privées, il y a un peu plus d'efforts qui se fait. Par contre, quand c'est public, ça appartient à tout le monde. Quand c'est l'État, on banalise tout, on néglige tout. Et on fait comme si ce n'était pas pour soi. Oui, mais c'est parce qu'on a donné le sentiment que l'État est en majorité responsable. C'est que les fonctionnaires... Mais l'État, c'est qui? Bon, quand je dis l'État, on dit l'État, c'est nous tous. Mais dans la réalité, l'État, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui prennent des décisions. Parce mais on peut accompagner ces personnes à mieux faire. Oui, mais le problème, c'est que, bon, nous ne parlons pas politique, nous parlons coaching. Donc, je ne vais pas me lancer sur cette voie-là. Mais je dis, même si l'État, c'est nous tous, nous avons quand même des représentants. Et c'est à ces représentants d'imposer la discipline. Moi, j'aime à dire que la dictature éclairée, c'est quand même une bonne chose. Dictature éclairée? Oui, je parle de dictature éclairée. La dictature éclairée. Vous avez un enfant. Vous dites à l'enfant, tu dois dormir à telle heure. C'est une dictature, parce que vous lui imposez. Oui. Mais c'est une dictature qui sert ses intérêts. Oui. Donc, c'est ce que j'appelle dictature éclairée. Donc, il faudrait que les gens comprennent que même si je suis dans le public, il y a des exigences. Or, on a tendance à dire que, bon, puisque c'est le public, c'est l'affaire de nous tous, donc c'est la négligence qui s'installe. Et j'aime à dire, lorsque la vision fait défaut, la négligence s'installe. Et comme très souvent, dans le public, il n'y a pas de vision. C'est pour cela que les gens peuvent arriver quand ils veulent. Les gens peuvent se montrer, peuvent manifester de l'impolitesse vis-à-vis des gens qui viennent dans leur administration. Au privé, il y a des règles. Et ce sont ces règles qui font que la personne qui est là sait que si elle ne remplit pas son devoir, elle sera licenciée, elle sera remerciée. La problématique donc, du coaching et du développement, c'est très important donc, pour nos entreprises. C'est vrai que vous vivez aujourd'hui en Europe, vous n'êtes plus en Afrique, mais qu'est-ce que véritablement, parce que vous savez, il y a toujours des saint Thomas qui ne croient jamais en ce qu'on dit, qu'est-ce que le coaching a apporté, selon vous, aux entreprises européennes pour que ça change aujourd'hui? Pour que nous puissions voir ce que ça peut apporter pour nous. Je voudrais dire ceci. Les Européens investissent énormément dans le coaching. Parce que si une entreprise investit dans le coaching, c'est que le coaching rapporte. Le coaching aide. Et je vous ai dit que le rôle du coach n'est pas de faire à la place du chef d'entreprise. Il est d'accompagner le chef d'entreprise à atteindre ses objectifs. On peut avoir une entreprise, mais ne pas être quelqu'un qui a suffisamment d'ambition. Donc le coach peut vous aider à être quelqu'un d'ambitieux. On peut être chef d'entreprise et avoir du mal à prendre la parole en public. Le coaching peut vous aider à avoir plus d'assurance en vous, avoir plus d'assurance, avoir plus de détermination. Donc le coaching est nécessaire pour les chefs d'entreprise comme aussi pour les salariés. Parce que quand je me suis entretenu avec les fondateurs des écoles, je leur ai dit ceci. Le message que je vous apporte, c'est vrai, il va vous profiter, mais il faut aussi que le salarié
elles comprennent ce message-là. Parce que souvent, le salarié se dit, ah, moi, ce n'est pas ma société. Donc, puisqu'il dit, ah, moi, ce n'est pas ma société, ça veut dire qu'il ne mettra pas, il ne va pas s'investir à 100%. Donc, le coaching, justement, peut permettre aux salariés de comprendre que si l'entreprise va bien, c'est dans mon intérêt. Donc, il faut que je considère cette entreprise comme étant aussi la mienne. Encore faut-il que le patron, lorsqu'il y a de l'argent qui rentre, qu'il sache aussi donner des salaires qui stimulent la bonne foi, l'implication de ses salariés. Et quand vous parlez comme ça, j'ai envie de savoir, est-ce que ça n'a pas un rapport avec le management et la motivation du salarié? Mais l'entreprise, on ne peut pas exclure le management dans la réussite d'une entreprise. Ça, c'est clair. On ne peut pas, une entreprise ne peut pas réussir si derrière, il n'y a pas un management. Donc, c'est le management qui va expliquer la réussite d'une entreprise ou l'échec d'une entreprise. Donc, c'est très important aussi. Donc, c'est très important. Et ça, le coaching peut l'apporter. D'accord. Vous êtes président d'une association, Rendez-vous au sommet. Oui. Est-ce que vous accompagnez les gens à grandir, à évoluer? Est-ce que c'est pour cela que vous avez pris ce nom? J'ai pris ce nom parce que quand on parle de sommet, on fait allusion à une montagne. Bien sûr. Or, sur une montagne, vous ne trouverez pas d'ascenseur. Sur une montagne, vous trouverez peut-être l'escalier. Donc, on se rend compte que pour gravir la montagne, il n'y a pas de piston. Vous devez payer un prix. Donc, je vais du principe que l'être humain, Dieu a donné à tout homme un talent. Et chacun de nous doit découvrir son talent et travailler de façon à ce qu'il arrive au sommet. C'est pour cela que la structure que je dirige s'appelle tout simplement Rendez-vous au sommet, parce que nous aidons les gens à arriver au sommet. Et je pense que vous faites bien, et vous et moi, on va devenir amis, parce que j'adore aller au sommet aussi. Et ça, c'est une bonne chose. On ne finit pas d'apprendre. Et là, vous avez devant vous votre livre très, très connu, Monsieur Alogo, Les 7 clés pour vaincre l'adversité. C'est quoi déjà l'adversité? Bon, déjà, c'est vrai, mon livre 7 clés pour vaincre l'adversité. Je vais compter s'il y a vraiment 7 clés. Oui, il y a 7 clés, rassurez-vous. Moi-même, je vais compter avec vous. Il y a 7 clés. Il y a 7 clés. Parce que là j'ai regardé, j'ai vu 2 grandes clés, 2 moindres, ça fait 4, ça fait 7. Voilà. Et au milieu, il y a une flèche et un homme, je crois. Lever de la victoire. Ah, lever de la victoire. Ouais, et ceci, c'est un homme. C'est un homme. Voilà. Qui va vers le sommet. Un homme, H. Qui va vers majuscule. un grand H. Qui va vers le sommet, voilà. c'est ça, hein? D'accord. Parlez-nous de l'adversité déjà. L'adversité, je vais me dire ceci. Il faut faire la différence entre l'adversaire et l'ennemi. L'ennemi a pour objectif de vous tuer, de vous terrasser. Carrément. L'adversaire s'oppose à vous. Donc l'adversité, ce sont les épreuves. Et chacun d'entre nous rencontre des épreuves dans sa carrière professionnelle, dans sa vie scolaire, dans sa vie de couple, dans tous les domaines de la vie, on rencontre l'adversité. Et souvent, quand on rencontre l'adversité, on n'a pas les clés nécessaires pour pouvoir surmonter cette adversité. C'est pour cela que j'ai voulu écrire ce livre-là pour aider un certain nombre de personnes. On peut dire que l'adversité peut nous aider à grandir? L'adversité aide forcément à grandir. Et d'ailleurs, il y a une citation qui dit résister, c'est exister. Donc, vous ne pouvez pas exister si vous ne résistez pas. Et quand vous résistez, vous affrontez l'adversité. C'est votre capacité à traverser une épreuve qui fait que vous vous réjouissez à la fin d'avoir gagné. Voilà. L'homme ne peut pas devenir mature s'il n'affronte pas l'adversité. C'est vrai que ce serait trop facile. Et la preuve, quand vous devenez riche sans faire d'efforts, vous gaspillez toute votre richesse. Voilà, c'est ça. D'accord. Monsieur Serge Alogo, nous allons continuer nos échanges. C'est vrai que je suis curieuse de savoir ces différentes clés. Pas dans les détails forcément, parce que si j'ai envie de savoir les détails, je fais que vous, les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs vont faire comme moi, s'acquérir dans ce livre-là. Mais en quelques points, quelles sont ces 7 clés? En quelques points, quelles sont ces 7 clés? Je vous donnerai simplement la première clé. Et je m'arrêterai là. Les autres clés... Donc vous allez détailler. Vous allez détailler je vais parler de la première clé et je laisserai les autres clés dans ce livre-là que je vous encourage vivement à acquérir. Donc, la première clé qui est la plus importante, je l'ai appelée le déclic. Le déclic, c'est quoi? C'est ce temps que vous prenez pour réfléchir sur votre vie.
La Bible raconte l'histoire, je vais la prendre pour Oui, un peu allez-y. imaginer. La Bible raconte l'histoire du fils prodigue qui prend sa part de bien et puis qui va, il fait la brinque, il va de femme en femme et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est totalement ruiné. Et la Bible utilise un mot, la Bible dit « étant entré en lui-même ». Voyez-vous, l'être humain n'aime pas réfléchir. Mais quelquefois, c'est plus facile à l'être humain de dire que, en fait, si les choses ne vont pas dans ma vie, c'est parce que mon oncle qui est franc-maçon m'a sacrifié. Si les choses ne vont pas dans ma vie, c'est parce que le marabout du coin là, c'est lui qui en est responsable. Ou bien c'est la tante, c'est l'autre tante. Parce que dans chaque famille, il y a souvent une tante qui est sorcière. Donc c'est la tante qui est sorcière là qui a fait ça. Donc c'est souvent facile d'expliquer, de trouver un bouc émissaire. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons besoin de nous asseoir et de nous poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je n'arrive jamais à arriver au terme des projets que j'engage? Et c'est ce déclic-là qui va en sorte qu'on se dise que oui, je reconnais quand même qu'à ce niveau, j'ai fauté. À ce niveau, je n'ai pas été bon. À ce niveau. Et là, on prend la résolution de changer son destin. On prend la résolution de changer sa vie. Moi, bien qu'étant croyant, je ne pense pas que Dieu a écrit notre vie. Je ne crois pas que Dieu a planifié notre vie. La Bible enseigne que Dieu a fait de nous des agents moralement libres. Donc, nous avons le libre arbitre. Et c'est pour cela que nous pouvons croire en Dieu comme nous pouvons décider de ne pas croire en lui. C'est pour cela que nous prenons nos décisions. Voilà, donc nous prenons nos décisions. Donc, si je suis en situation d'échec, l'humilité veut que je reconnaisse que c'est ma faute. Et pas dire que l'oncle franc-maçon, parce que même s'il est franc-maçon, c'est pas dit que c'est forcément lui qui est à l'origine. Et puis d'un autre côté, j'ai jamais vraiment cru que quelqu'un pouvait nous marabouter sans notre accord. Et de toute façon, une action appelle une réaction. Voilà. Donc si vous avez posé une action, c'est que la réaction voilà, moi je pense que tout le monde. Donc ce déclic-là, c'est la première clé. Et ce déclic ne peut venir que si vous prenez le temps de vous asseoir. Je voudrais dire quelque chose. Quand je suis arrivé en France, j'avais des préjugés. J'avais des préjugés, je me disais que, oui, je me disais que non, un noir va avoir du mal à réussir en France. Et quand je suis arrivé dans la ville de Bordeaux, par exemple, je suis arrivé dans Bordeaux avec l'ambition d'ouvrir une église. Donc j'arrive... vous l'avez ouvert? J'ai écouté la suite, c'est ce qui est intéressant. Donc j'arrive en me disant que bon, je vais ouvrir une église. Et puis je constate qu'il n'y a aucun Africain qui a une église. Donc je me dis, quelle preuve j'ai que moi je vais réussir? Puisque aucun Africain, je ne vois aucun Africain, je ne vois aucun Noir. Partout, c'est des Blancs. Bon. Donc il y avait une sorte d'hésitation. Et puis je me dis, bon, de toutes les façons, si les autres n'ont pas réussi, rien ne dit que moi je ne pourrais pas réussir. Et je m'engage dans ce processus-là. Et levé de bouclier de la part de tous les pasteurs blancs de Bordeaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils se sont opposés à moi. Ils ne voulaient pas que j'ouvre une église. Donc, il arrivait même que lorsqu'on était dans des réunions et que les gens se présentaient, quand moi je disais que j'étais pasteur, à la limite, ils ne voulaient même pas que je dise que je suis pasteur. Ils se moquaient de vous? Moi, ils estimaient que je ne pouvais pas l'être et que c'est leur business. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai commencé vraiment à travailler, ce qui fait que aujourd'hui, vous avez des pasteurs noirs, des Africains, mais je suis le premier pasteur, je suis le premier noir à avoir ouvert une église à Bordeaux. Et je suis le premier noir, le premier Africain à avoir organisé des conférences à Bordeaux. Personne ne le faisait avant moi. Mais je suis arrivé, je me suis imposé et le respect, le fait que j'ai pu réussir, ça a imposé un respect à tout le monde. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai pris conscience que, en fait, ce n'est pas tant la couleur de notre peau qui est une difficulté. C'est ce que nous avons en nous. Et il faudrait que les Africains puissent croire au potentiel qu'ils ont en eux. Et c'est ça notre principale difficulté. Ne plus se mettre des barrières. Parce que nous sommes le premier obstacle à notre échec à cause des restrictions que nous nous faisons. Je ne suis pas, mes parents ne sont pas riches. Je suis ceci. Moi, je veux bien dire aux gens que quand je suis allé en France, ce n'est pas l'État gabonais qui m'a envoyé. L'État gabonais n'a jamais dépensé un centime pour que j'aille en France. Ce n'est non plus mes parents. Je suis allé, pas en bateau, rassurez-vous.
Je suis allé en avion. Oh, bah, vous Donc, aviez voilà. peur que je pose la question? Non, justement, je J'étais préfère curieuse dire de savoir comment que vous je êtes suis allé allé. en avion, j'ai acheté un billet, j'ai pris un billet d'avion et je suis rentré en toute légalité. D'accord. Donc c'est possible, il suffit Voilà, juste c'est de le possible, vouloir, de il s'organiser. faut croire en soi. Monsieur Serge Gérard Logo, donner la connaissance peut faire déplacer des montagnes. On s'en rend compte, bien évidemment. Mais j'ai une petite curiosité. Qui vous a coaché, vous, pour que vous en soyez là aujourd'hui? C'est votre vie chrétienne? Le déclic est parti d'où Disons pour que ma foi en Dieu m'a énormément aidé. Parce que je suis quelqu'un de timide, ça ne se voit pas, mais honnêtement, je suis quelqu'un de vous? Je suis timide. contente que vous ne soyez pas timide sur le plateau. Ben, c'est peut-être parce que vous êtes charmante. Ah, merci. Donc, moi, j'étais d'abord quelqu'un de complexé. Parce que quand j'étais petit, on m'appelait, c'était un petit surnom qu'on m'appelait, le petit canard noir. Wow. Et ben, il paraît que quand j'étais petit, j'étais plus foncé que ça. Donc, ce petit nom m'avait tellement affecté que je pensais que je n'étais pas beau. Le pouvoir des mots. Voilà, le pouvoir des noms. Ah, des noms qu'on Et je donne. pensais que je ne pouvais pas plaire à une femme. Et cela a duré jusqu'à ce que j'arrive en 6e. En 6e, je ne sais pas, le dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains m'a touché. Et la partie qui m'a touché, c'est là où la méchante sorcière demande au miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et puis le miroir lui dit que, oh, la reine, c'est toi la plus belle. Donc, cette partie-là m'a touché et je me suis offert un miroir. Vous aussi. Oui. Je me suis acheté un grand miroir et j'ai commencé à parler à mon miroir. Et je demandais à mon miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Et puis le miroir me disait que, oh Serge, tu es le plus beau de ce royaume. Et ça a commencé à me faire avoir confiance en moi-même. Et quand j'ai pris conscience que j'étais beau, ma femme en témoignera, n'est-ce pas? Ah Quand oui. j'ai pris conscience que j'étais beau, bon, ça a révolutionné ma vie. Donc il y a eu cette prise de Il y a plus- conscience-là. il y a plus de barrière. Et voilà. Donc c'est pour cela que quand je rencontre des gens qui passent par les mêmes choses, je suis touché. Et j'ai tout simplement envie de les aider. Et aujourd'hui, je n'attends pas que les gens me flattent. Quand moi-même je sors de ma maison, je passe systématiquement devant le miroir et je clair. lui pose l'éternelle question, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau de ce royaume. Et la réponse elle est toujours la même, dit, oh Je vais Serge, commencer par faire comme qui vous. peut hein. être plus, qui est comme toi. Et ça me fait du bien. Ah, Et ça j'espère que les gens ne vont ça pas fait- penser que c'est de l'autosatisfaction. Ben, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas Parce ce qui est que important. dans Ce notre qui est important, éducation, c'est Oui. mal perçu. mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est Ok. important, C'est c'est ce ce que que vous pensez vous vous-même. pensez. Quand je me suis marié, ma mère voulait que j'attribue, que je donne à mes enfants, par exemple, les noms d'une tante, le nom d'un oncle. Je lui ai dit, maman, non. Ils porteront mon nom. La chose s'arrête là. La tradition voulait qu'on fasse comme ça, mais moi, je ne me conforme pas à la tradition, je me conforme à ce qui me satisfait moi. Donc, dès lors, et la Bible d'ailleurs dit, tu aimeras ton prochain à condition que tu puisses d'abord t'aimer. Donc, Ah si oui. vous ne vous aimez pas, Vous ne pourrez vous pas ne aimer les pourrez autres. jamais aimer les autres. Si vous ne vous appréciez pas, vous ne pourrez jamais apprécier les autres. Donc, si vous attendez que ce soit les autres vous aiment avant de vous aimer, bon, continuez. Vous ferez 40 années dans le Si vous désert. attendez toujours que toujours ce soit les autres qui vous disent que vous êtes beau, vous risquez de ne jamais être Vous beau. risquez de ne jamais être beau. Donc, commencez vous-même par vous jeter les fleurs, tout en restant modeste. Bien sûr, surtout et Voilà. en étant humble. Il ne faut pas se prendre la tête non plus. Voilà. On sait que vous êtes aussi opérateur économique. Vous avez été pasteur, opérateur économique et aujourd'hui vous décidez de former, d'accompagner les autres, de leur montrer le chemin. Oui, j'ai été pasteur. Il m'arrive aussi, quand on m'invite, récemment j'étais dans une église ici au Bénin quand je suis arrivé. Ah, déjà. J'ai officié en tant que pasteur. J'imagine le message et tout ce que ça aura donné comme impact. Oui, j'ai parlé de l'échelle de Jacob. Donc, j'ai parlé de l'échelle de Jacob. Donc, je suis effectivement aussi opérateur économique. D'ailleurs, je profite de dire que je suis aussi au Bénin parce que j'ai un projet que je voudrais réaliser au Bénin. On vous attend. Et j'ai besoin de l'accord des autorités. Donc, c'est pour cela aussi que je suis ici. D'accord. Donc, j'ai décidé simplement de me lancer dans le coaching parce que je me rends compte que On en a besoin. beaucoup d'Africains ont besoin de ça. On nous a souvent dévalorisés, mais aujourd'hui, il est temps que quelqu'un puisse valoriser l'Africain et amener ce dernier
à prendre en main la destinée de son continent. C'est vrai que vous faites un court séjour au Bénin, mais peut-être que quand vous reviendrez, je vous recevrai également encore une fois avec beaucoup de plaisir. Donc c'est une invitation que je vous Il n'y a pas de offre en problème. même temps. Mais je pense que 2020, je reviendrai. Vous serez là, d'accord. Et vous avez comme ambition d'apporter votre contribution au développement donc, de l'Afrique. L'Afrique qui a été tout le temps dévalorisée. L'Afrique qui n'a jamais eu l'opportunité de voir ses fils la valoriser. Au contraire, ses fils l'ont oublié. Parce que vous avez dit que celui qui ne se prépare pas se prépare à être oublié. C'est ce que l'Afrique a tout le temps fait. Aujourd'hui, vous avez décidé de réveiller l'Afrique, de réveiller les Africains. Oui. Et c'est ce que vous faites, je ne sais pas, depuis quelques années, à travers vos bouquins, à travers vos formations. Monsieur Serge Alogo, au-delà de la formation en coaching et en développement des entreprises, qu'est-ce que vous comptez d'autre apporter à l'Afrique, au Bénin? Je suis curieuse de savoir déjà votre projet, si ce n'est pas indiscret. Non, ce n'est pas indiscret. Bon, déjà, je voudrais mettre sur pied un événement que je vais sans doute appeler Rendez-vous au sommet, parce que je voudrais véritablement que chaque Africain arrive au sommet. Donc, je voudrais mettre en place cet événement-là et aussi m'impliquer, parce que dans la création d'entreprise, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc, je ne veux pas me contenter simplement de faire la formation, mais je veux également aussi investir dans ce pays et investir aussi dans d'autres pays au niveau de l'Afrique. Parce que je pense que les jeunes ont besoin d'avoir des exemples, des leaders. Des repères. Voilà. D'accord. De toute façon, au moment venu, on en reparlera. Exact. Au moment venu, on en reparlera. C'est vrai, on a parlé des 7 clés pour vaincre l'adversité. Oui. J'aimerais qu'on parle des 3 femmes. Oui, bon, l'histoire des 3 femmes, c'est un livre que je suis actuellement en train d'écrire. Que vous allez finir certainement d'ici 2020, non? Il faut, oui. Bon, déjà, j'ai déjà un que j'ai terminé qui sortira sans doute au mois de janvier. C'est à quel nom? Pour l'instant, le titre que j'ai retenu, c'est « David, un homme selon le cœur de Dieu ». Parce que quand on lit la Bible, on dit « David était un homme selon le cœur de Dieu ». Mais qu'est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tout homme peut être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Donc, je développe certaines clés. J'appelle ça clé parce que c'est une clé sert à ouvrir. Bien sûr. Donc, si je donne des éléments qui permettent à chacun de nous d'avoir cette faveur divine dans notre vie. La faveur que vous avez déjà reçue, vous. Oui, que je continue de rechercher dans certains d'autres domaines. Parce que la faveur de Dieu, il faut la recevoir dans tous les domaines. Et profiter au maximum et faire profiter les autres surtout. Donc, maintenant, l'histoire des 3 femmes m'est venue en lisant le chapitre 1 de Matthieu. On parle de la généalogie de Jésus. Et on se rend compte que dans la généalogie de Jésus, on parle des hommes, et puis comme si il y avait un petit clin d'œil, comme si une lumière venait éclairer quelques points. On parle d'une femme, Rahab, qui était une prostituée, on parle d'une femme, Ruth, qui était issue de l'inceste, on parle d'une femme, Bathsheba, qui a été infidèle à son mari. Et je me suis dit, comment se fait-il que on parle de la généalogie de Jésus et puis voilà que on vient nous citer le nom de 3 femmes qui n'étaient pas des modèles. Parce qu'une femme qui trompe son mari et son mari est tué à cause d'elle et elle épouse l'homme qui a tué son mari. Je me suis dit, comment Dieu peut se permettre, au lieu de prendre des femmes qui ont eu une vie correcte, il va nous prendre une prostituée, il va nous prendre une femme issue de l'inceste, il va nous prendre une femme qui a trompé son mari, le mari est mort, et comme cerise sur le gâteau, elle épouse le monsieur qui a tué son mari. Ça vous a choqué, c'est ça? Ça m'a surpris. Je me suis dit, pourquoi ces exemples-là? Et j'ai écrit le livre pour montrer pourquoi ce choix-là, et dire que quelquefois, quand nous regardons notre vie, notre passé, nous avons peut-être le passé d'une prostituée. Nous avons peut-être le passé de quelqu'un qui est issu d'un viol. Nous avons peut-être le passé de quelqu'un qui a été infidèle. Mais ce n'est pas parce que nous avons été prostitués, ce n'est pas parce que nous sommes le fruit d'un viol ou de l'inceste, ce n'est pas parce que nous avons été infidèles à notre femme ou à notre mari et que s'il y a eu des conséquences, ce n'est pas parce que notre passé est mauvais que notre avenir le sera. Et c'est ce message positif que je veux apporter. Et j'apprécie que ce soit les femmes parce que j'ai été élevé par ma mère, mon père avait démissionné. Donc c'est pour cela que j'ai un grand attachement pour les femmes. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. Donc vous nous défendez? Oui, je défends la femme. Non, c'est que j'ai ri parce que à un moment donné, quand j'ai commencé par grandir et par mieux lire la Bible de moi-même,
Je me suis rendu compte que Léa n'avait pas une bonne aura également dans la Bible, le prénom Léa. Je me suis demandé pourquoi les parents m'ont donné ce prénom. Oh, c'était une femme extraordinaire. Achetez mon livre. Non, mais c'est ce que je vais faire. parce que voilà. j'ai bien envie de savoir. Donc, ceux qui me regardent, achetez ce livre-là. Vous aurez tout. Après le déclic, il y a les 6 autres clés à découvrir. Voilà, il y a les 6 autres clés à découvrir. Et je pense que souvent, ce que nous appelons les mauvais exemples entre griffes, ne sont pas de mauvais exemples. Au contraire, c'est des situations qui nous permettent de nous élever davantage, d'apprendre beaucoup plus. Mais quelquefois, les gens pensent que leur passé doit... Ils se sentent condamnés par le passé. Et je voudrais vraiment que vous puissiez réfléchir. Quand vous êtes dans une voiture, le rétroviseur sert à voir l'arrière. Bien sûr. Mais le rétroviseur, par rapport au pare-brise, qui sert à voir l'avant, le rétroviseur est plus petit. C'est plus utile. Non, le rétroviseur est plus petit en termes de dimension. Oui, en termes de dimension. Donc ça veut dire que le poids de votre passé ne peut pas vous permettre, ne peut pas faire en sorte que vous ratez votre avenir. Donc, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, que vous ayez détourné de l'argent, que vous ayez été infidèle, que vous ayez volé, que vous même si vous avez tué, Dieu peut vous pardonner et vous pouvez décider de devenir quelqu'un de meilleur. Et la Bible fourmille d'exemples des gens qui ont eu un passé mauvais, mais qui ont réussi. Donc, que votre passé ne vous condamne pas. Et moi, c'est vraiment ce message-là, parce que même, je profite pour dire que souvent, l'Église a été la première à condamner les gens. Et elle s'est enrichie, pour parler de s'enrichir, sur la culpabilité. Parce qu'on vous fait sentir que vous êtes un pauvre pécheur. Hein? On vous fait sentir que vous ne pouvez pas réussir parce que vous avez fait ci, parce que vous avez fait ça. Tout ça, c'est du pipeau. La Bible dit que Dieu est amour. C'est une mauvaise interprétation. Nous sommes... Qui a été utile à un moment donné de la vie. C'est ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui encore, beaucoup de gens se servent de la condamnation pour nous manipuler. Oui, mais ça s'est beaucoup amélioré. Avec des gens comme vous qui existent aujourd'hui, on voit beaucoup amélioré, pas trop. Oui, mais bon, il y a quelque chose qui a changé. Bon, il y a quelques... Il y a vous qui avez pris conscience que vos erreurs passées, vous ne devrez pas les... Donc, c'est déjà une avancée. Oui, il y a une avancée. Mais nous pouvons faire plus. Oui, et c'est parce que nous voulons faire plus que des gens comme vous font des efforts au quotidien. Voilà. Pour donc ouvrir nos yeux qui sont fermés. Parce que des fois, c'est devant nous, mais on ne voit pas parce qu'on ne s'aime peut-être pas soi-même. On ne prend pas conscience de certaines réalités. On ne prend pas conscience de notre potentiel. De notre potentiel surtout. Et je pense que des personnes comme vous, c'est avec beaucoup de plaisir que moi, je les reçois. Parce que je dis souvent que pour arriver au développement d'un pays, il faut que d'abord, le citoyen soit lui-même développé. Sinon, il ne pourra jamais rien faire pour les autres. Et vous l'avez dit, si vous ne vous aimez pas, vous ne risquez pas d'aimer les autres. Voilà, donc l'histoire des 3 femmes que j'attends impatiemment. Donc, faites vite que ça sorte. Parce que nous avons... Certainement, c'est disponible au Bénin, vos bouquins. Oui, disons que je suis en tractation avec, certaines librairies aussi. Pour faire un dépôt. Oui. On en a besoin. Sinon, pour l'instant, vous me contactez sur Facebook. D'accord. Non, on va donner quelques petits détails à la fin pour faire plaisir à nos internautes. C'est vrai que l'émission est en train de finir et on me fait de la main de l'autre côté. C'est vrai que je suis un peu curieuse, mais bon, c'est la fin. Un petit message déjà à cette jeunesse africaine-là. À cette jeunesse africaine, je dirais ceci. Vous avez tout pour réussir. Et vous devez croire en vous. C'est vrai que dans nos pays, nous avons des griefs contre nos gouvernants. Nous avons des griefs contre les partis politiques. Mais ni nos gouvernants, ni les partis politiques ne peuvent nous empêcher de réussir si nous croyons en nous. Donc je voudrais vraiment que, paraphraser un peu cette phrase de Kennedy qui disait, au lieu de demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc croyez en vous et nous changerons l'Afrique. Et comment, en tant qu'un petit mécanicien, je peux devenir un grand leader pour mon entourage? Bon, déjà, il faut être professionnel. Parce que quand vous regardez aussi les garagistes, ils ne soignent même pas les endroits où ils sont. C'est souvent sale, c'est souvent plein de voitures qui ne servent à rien. Donc, commencez par mettre l'accent sur ce que les gens voient, que les gens sentent que votre garage se présente bien. Si votre garage est en tôle, ça montre qu'il n'y a pas de sérieux là-dedans. Et personne, moi je ne vois pas un ministre amener... non. C'est pas possible. Comprenez bien que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc soignez toujours ce qui est visible. Votre contact, votre page Facebook, votre mail, pourquoi pas? Bon, on le donnera puisque vous avez dit qu'à la fin, vous allez l'écrire.
On est à la fin. Bon, mon Déjà. Facebook, vous tapez à logo Serge. Vous C'est mon appelez, s'il vous Facebook. plaît? A2LOGHO. Oui. Serge. Avec S à Sans la fin? S. Ah, sans S. Voilà. Bon, c'est vrai que vous retrouverez pour plusieurs comptes, mais pour l'instant, vous verrez un beau garçon il y a les drapeaux de certains pays derrière. Et vous D'accord. verrez que. À logo Voilà. Serge sur Facebook, et c'est bon, c'est ça, hein? Voilà. Vous répondez toujours aux messages. Je réponds toujours aux confirme, messages. hein, qu'il répond toujours aux Et messages. mon numéro WhatsApp, je peux vous le Oui, donner. allez-y. C'est plus 33 Oui. 6 6, 59 59, 74 74, 34 34, 70. 70. Plus Donc- 33, 659, 74, 34, 70. Je réponds toujours. Voilà. Merci, monsieur Serge C'est moi Gérard qui vous Logo. remercie. C'est un plaisir et une joie de vous avoir rencontré. Plaisir partagé. Et je sais que Zae TV a eu beaucoup de bonheur à discuter, à échanger avec vous par ma voix. Merci infiniment. Moi aussi, je vous remercie et je remercie les responsables de cet établissement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on peut être un simple tailleur et apporter un plus à son pays. Il suffit juste de s'améliorer, de mettre les conditions nécessaires à son travail, de s'appliquer, d'être honnête, d'être modeste et humble et de montrer aux autres qu'on est capable de faire quelque chose. Et vous verrez, vous serez demain très loin, vous aurez une grande boutique et donc chacun à son niveau peut participer au développement de notre continent, l'Afrique. Chacun à son niveau peut participer au développement de son pays. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été là, que nous avons reçu pour vous monsieur Serge Alogo. Au plaisir de vous retrouver. Gardez vos positions. Restez sur le www.ezaetv.bj pour suivre nos programmes. À très bientôt.